Noirs au Maghreb font l'objet d'une déconsidération doublée de discrimination. Contrairement au reste de la population, ils sont les seuls à être perçus comme l'incarnation d'un groupe exogène, repérable à des caractéristiques ethniques et socio-culturelles présumées distinctes. Ce schéma dualiste a été à l'origine d'un système de hiérarchisation et de catégorisation paradoxale. Il en est résulté une vision qui tend à faire du maghrébin noir l'archétype de l'altérité. Un noir qui vit et se conduit par essence comme un noir. Rappelons ici le sort réservé à Ibrahim ibn al-Mahdi. Ce calife éphémère fut destitué en 819 car sa mère était d'origine afro-iranienne et qu'il était lui-même de teint très foncé. Quant à l'esclave nubien Kafur el-Ershidi, prince d'Égypte, grand bâtisseur et protecteur des savants et des écrivains, il fut violemment haï. L'un des textes les plus ignobles, composé par l'un de ses détracteurs, El-Mutanabi, figure toujours en bonne place dans les manuels scolaires arabes. L'exergue est un extrait un peu long, je vous l'accorde, d'une tribune publiée sur le journal Le Monde par Salah Trabelsi, professeur à l'Université de Lyon et auteur et co-auteur de Résistance et mémoire des esclavages. Cet extrait a été choisi pour introduire notre invitée aujourd'hui, militante antiraciste tunisienne, Sadia Mosbeh, fondatrice de l'association Mnemti comme on rêve, comme I have a dream. Sadia Mosbeh, bonjour et ravie. Bonjour, moi aussi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Sadia Mosbeh. Vous savez pourquoi j'ai choisi cet extrait, non pas un autre, Sadia Mosbeh? Car j'ai considéré qu'il... Voilà, je vais vous dire, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Car j'ai considéré qu'il décortiquait bien et déconstruisait bien le regard, justement. Le regard qui est très important pour vous. Parce que d'après vos déclarations, le racisme ne serait d'abord qu'un regard. Absolument, c'est ce qu'on ressent le plus. C'est ce qu'on ressent le plus, c'est ce regard. On le sent hostile, on le sent humain, on sent le regard. Il vit, il nous dit ce que la personne veut bien nous transmettre. Sadia Mosbeh, votre militantisme pour la cause antiraciste commence assez tard, et non pas par rapport à vous-même, mais par rapport à quelqu'un d'autre. Vous devenez activiste de la cause antiraciste quand Fels, votre fils, a eu 3 ans. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Le déclic, c'est ça, c'est que quand on refuse votre enfant, je crois que quand on vous refuse, vous trouvez tous les moyens de vous battre, de prendre votre place, mais quand c'est un enfant qui est désarmé devant tout ça, qui ne comprend pas, à qui vous avez expliqué qu'aller à l'école était quelque chose de merveilleux, qu'il allait rencontrer des amis, et on en fait des tas, quoi, avant la rentrée scolaire. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que non, il n'est pas le bienvenu, et ça fait mal, et ça fait mal. Surtout quand la direction de l'école décide qu'il ne participera pas à la fête scolaire. Je crois que ça a été le déclic le plus important dans ma vie. Vous avez considéré qu'il a été empêché de participer à la fête scolaire du fait de sa couleur de peau? Et oui, parce qu'une maman d'élève a été très claire là-dessus. Je ne veux pas que mon fils soit avec cet enfant-là. Non, elle a été claire et puis la direction de l'école a pris cette décision en fait. Sadia Mosbeh, vous-même, vous décrivez comme ayant été une enfant horriblement timide. Est-ce que cette timidité était liée aussi à un sentiment de différence? Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Cette timidité est liée plutôt à une éducation entre guillemets sudiste. Vous savez, j'ai vécu dans une maison où il y avait 3 femmes en fait, une tante, 2 mamans. Il y avait cette histoire d'hiérarchie, j'étais l'avant-dernière. Donc, je pense que la timidité venait de là. On n'avait pas le droit de parler quand les adultes parlaient, donner son avis à n'importe quel moment. Non, c'est une éducation tout simplement. Et cette timidité a fait que vous ayez été très choyée par vos parents qui pensaient que vous étiez la plus fragile de la fratrie. Absolument, absolument, absolument.
J'ai eu beaucoup de soutien de mes parents, absolument, oui, oui. En Hmm. plus, j'étais un petit peu maigrichonne, un petit peu frêle, celle qui ne voulait pas manger, on me donnait, je me souviens, le billet d'un demi-dinar pour un steak. C'est génial. Sadia Msbeh, aujourd'hui, vous dites que vous militez pour votre fils, mais aussi pour votre père, dont vous dites ceci. Mon père est un homme qui a beaucoup construit. Absolument. Mon père est un homme qui a beaucoup construit. D'abord, un hommage à mon papa qui était un véritable autodidacte. Et il a construit, il était ingénieur, il a refait la mosquée Zitouna, il a refait la mosquée Sahb Taba, il a construit la première mosquée à Yamoussoukro, il a été parmi les ingénieurs tunisiens qui ont refait Masjid Roubaix à Médine. Il a construit beaucoup de quartiers ici avec la SNIT, les UV4, et ainsi de suite. Il a beaucoup construit, absolument. Et pas Il n'a seulement. construit que des bâtiments. Non, justement, il a construit beaucoup de choses aussi dans la tête, dans la mémoire de ses enfants, dans la personnalité de ses filles, parce que quand même, on était 6 filles, un garçon, hein. Le sport Sadia Msbeh a été aussi très présent et très constructeur, comme on parle de construction. Constructeur et déconstructeur en même temps. Vous avez des constructeurs dans le sens où vous avez pu voir le genre d'insulte auquel on pouvait avoir droit en fonction de sa couleur de peau. Absolument, absolument. Ce sport qui vous faisait rire aux larmes et qui vous faisait pleurer en même temps aussi, hein, que ce soit de joie ou de tristesse. Parce que tout allait bien et tout va bien quand un match est gagné, quand j'étais basketteuse, hein, quand je marquais des buts et ainsi de suite. Mais il fallait pas rater un panier parce que tout le palais de la foire à l'époque, vous n'entendez qu'un mot, quoi. Il y a aussi dès qu'on rate un panier, mais bon. Mais le sport m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup forgé, m'a énormément forgé et m'a permis d'exceller quelque part, non seulement physiquement, mais moralement aussi. D'ailleurs, vous vouliez devenir avocate, 3 années Absolument. d'études de droit et après bifurcation tunisère. Oui, bifurcation pour deux raisons essentielles. Pour la raison essentielle, je veux dire, c'est que je sortais d'un lycée français et au tout début des années 80, on avait le droit de passer les matières que les autres passaient en arabe, on pouvait les passer en français. Et puis, il y a eu un tournant de l'histoire de la Tunisie, l'arabisation. L'arabisation, et là, on ne nous permettait plus de passer en français les matières que les autres passaient en arabe. Donc, ça a un petit peu ralenti non seulement ma volonté, mais mon désir du barreau. Mhm. Donc, Et il y a eu, tunisère, il hôtesse y a de eu l'air. ah Quand vous, oui, il y a eu. d'ailleurs, Sadia, quand vous êtes rentré dans ce métier, c'était presque un sacerdoce. Les hôtesses de l'air ne se mariaient pas. Est-ce que vous Absolument. n'avez pas eu peur par rapport à ça? D'abord, ma peur était que on me dit mais tu es folle, tu vas te présenter, mais on n'accepte pas les noirs à Tunisair, mais tu es folle. Mais bon, ça va, je suis folle, c'est pas grave, j'assume ma folie, je le fais. Et c'est vrai que les hôtesses de l'air ne se mariaient pas, n'avaient pas le droit de se marier. Donc il y a eu aussi une petite révolution à ce niveau-là, parce que il fallait absolument que les choses changent. Au niveau syndical, il y avait une équipe très très forte à l'époque, et on s'est dit après tout, Même pourquoi aujourd'hui, hein. pas la même force. Ce n'est pas la même, elle n'est pas destructrice. Elle n'était Oui. pas destructrice, malheureusement, pour aujourd'hui. Mhm. Mhm. Donc voilà, c'était une grève. Et comment? Mhm. Oui, oui, C'était, allez-y, allez-y. alors il fallait comment le faire. C'était une grève de 24 heures. Et à partir de là, la première demande était que les femmes et les filles hôtesses de l'air puissent se marier et avoir le même statut que les hommes, que les garçons. C'est à partir de 84?
Oui, absolument, à partir de 84. Oui, à partir de 84. Et comment votre genre de beauté, Saadé Msbeh, s'est-il fait à la charte très stricte de Tunisair d'alors, c'était avant les années 90, de toutes les compagnies aériennes du reste. Le chignon était obligatoire. J'imagine que la Absolument. charte n'avait pas prévu les cheveux afro. Non, la charte n'a rien prévu finalement, ni au niveau maquillage pour les couleurs un peu plus foncées, ni pour les cheveux. Mais j'étais encore en stage, hein, je n'avais pas encore mis les pieds dans un avion et on m'avait demandé justement de défriser mes cheveux. Ce que j'ai fait, j'ai dit non, je ne peux pas. Je vais aller voir nos chefs hiérarchiques. Je prends mon petit cabas, je vais aller voir Simon Sfahabès à l'époque et je lui dis voilà, moi je ne veux plus. Parce qu'on me demande justement de retenir mes cheveux alors que j'avais une superbe afro et que je veux travailler comme ça. Eh bien, bizarrement, on m'a dit tu travailleras comme ça. Et j'ai Donc, pas de travaillé, chignon pour Saadé Msbeh. pas de chignon, pas de chignon. D'ailleurs, j'ai une note de service assez sympathique par l'une de nos chefs hôtesses, plus tard, parce qu'on avait aussi réglementé les couleurs du maquillage. Alors, il y avait sauf Sadia Mosbeh. Et cette manière, Saadé Msbeh, de ne pas voir cette différence, de ne pas voir l'existence des Noirs, répondait aussi à quelque chose de plus profond. Elle répondait à l'absence de débat quant à la place des Noirs en Tunisie. Est-ce que c'est l'effet pervers de cette tunisianité prônée par Bourguiba qui refusait de voir les sous-clivages? Vous savez, les conséquences, ce sont les conséquences de notre histoire, hein, je pense, qui ont engendré un tel fossé. Parce que dans la mémoire publique, comme dans la mémoire collective, le Tunisien noir n'est pas l'autochtone. C'est celui qui est venu de l'Afrique, dit-on, comme si on était d'un autre continent. L'histoire y est pour beaucoup, justement, dans ces obstacles et dans ce racisme systémique. Une histoire méconnue, euh, y est pour beaucoup. Y est pour beaucoup. Mhm. Mais vous-même, Saadé Mosbeh, quand vous vous déclarez comme afro-tunisienne, Absolument. c'est comme si vous sous-entendiez que dans la tunisianité, il n'y a pas de dimension africaine, alors que ça devrait aller de soi. Aucune, aucune. Aucune, quand je dis aucune, moi je suis une personne qui vit depuis quelques années beaucoup dans la rue, dans le sens où je traverse des sentiers où les gens n'ont pas toujours mis les pieds. Cette notion d'africanité n'existait pas, ça n'existe pas chez le Tunisien jeune de 20, 30 ans, voire 40 ans. Non, non, il n'est pas africain, il est tunisien, il est méditerranéen, il est maghrébin et rarement tunisien. Il y a très peu qui se disent, plutôt rarement africains, très peu reconnaissent leur africanité. Très peu reconnaissent leur africanité. Et c'est pour Et, ça que je dis, je suis afro-tunisienne. et quelle serait, selon vous, l'origine du rejet de cette africanité de l'identité tunisienne? Tout simplement parce que pour eux, l'Afrique, c'est le continent noir. Ils ne sont pas noirs. Ils sont non noirs sans être blancs en fait, mais les prototypes, les stigmatisations, les photos qu'on pouvait voir ou les films ou ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils nous représentaient? Ils nous représentaient des gens qui sortaient de huttes avec juste deux petites feuilles comme ça autour de la taille. Euh, non, non, aucune représentation du noir tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il a été depuis le début du siècle. Qui connaît Est-ce que les jeunes connaissent Léopold Sédar Senghor? Est-ce que les gens connaissent le Cheikh Anta Diop? Rien du tout. Rien. On ne connaît rien de l'Afrique. On ne connaît rien du continent. Sadia Ouzbek, partagez-vous le point de vue de Salah Tlabelsi qu'on a cité en exergue sur la question, son point de vue sur la question, quand il écrit ceci dans sa tribune intitulée Comment le Maghreb en est-il venu à rejeter son africanité? Quel sens donner à l'abandon de l'identité arabo-berbère qui a longtemps cristallisé l'affirmation de notre singularité face au reste des Arabes? Le cliché du noir qui vit et se conduit donc par essence comme un noir
s'est incrusté dans les mentalités, provoquant une dissociation névrotique des identités, l'une africaine, l'autre arabe et musulmane. L'islam s'est imposé 5 ou 6 siècles après la conquête de l'Afrique du Nord, non sans mépris envers les Berbères. La culture arabe a un caractère de négrophobie doctrinale. Encore faut-il le rappeler, la noirceur de la peau a toujours constitué, selon la plupart des exégètes musulmans, un défaut inacceptable pour accéder au pouvoir suprême. Donc, ça serait en quelque sorte, si on voulait résumer, la conquête arabo-islamique qui a conduit à ce rejet de l'africanité. Même Ibn Khaldoun en parle de cette volonté des Tunisiens de se raccrocher à des origines qui viennent de la péninsule arabique, des Cholfa, plutôt que de s'inscrire dans une tradition et des origines africaines. Absolument, je partage et ô combien parce que finalement les Arabes nous ont fait énormément de mal. On a été, pour l'esclavage en tout cas, ça a tenu quelque chose comme 13 à 14 siècles, hein, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Les Arabes nous ont tenus en esclavage, essentiellement les Noirs. Bien que l'esclavage n'ait pas une couleur, n'ait pas une seule couleur. Il y a eu des esclaves blancs, faut-il le rappeler? Oui, bien sûr, il y a eu des esclaves blancs sur les marchés de Tunis. L'esclavage n'avait pas une seule couleur. Il n'avait pas une seule couleur. Nos odalisques n'étaient pas noires, mais elles étaient pourtant esclaves. Mm-hmm. Ces mentalités demeurant ce qu'elles sont, la loi 50, la loi de 2018, a-t-elle contribué à changer l'état des choses? A-t-elle contribué à changer les mentalités? Ou est-ce encore tôt pour voir s'il y a eu changement? Non, non, elle n'a pas encore contribué parce que la loi en elle-même n'a pas été appliquée d'abord par ceux qui l'ont… Rappelons d'abord, Saadé Amosbeh, que c'est une loi qui condamne tous les actes racistes. Toutes les formes de discrimination raciale. C'est une loi qui pénalise, mais qui ne corrige pas. Alors que l'État est tenu justement de mettre en œuvre, de mettre en place des stratégies pour ça. L'État n'a pas encore fait son travail. Comment voulez-vous? Si à l'école, on n'enseigne rien encore, on parle de diversité, on parle de vivre ensemble, mais ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. L'État n'a pas encore fait son travail. Que devrait faire l'État, selon vous, Saadé Amosbeh, pour que les choses changent en profondeur? Pour que les choses changent en profondeur, il faudrait d'abord que l'État fasse l'état des lieux. L'état des lieux que l'État ne connaît pas du tout. Ils ne savent pas ce qu'ils ont. Absolument pas. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle de bus où on sépare les enfants entre noir et blanc. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle des cimetières à Djerba. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle aussi des extraits de naissance, chose qui est encore beaucoup plus grave. Et l'État n'a encore rien fait. N'a encore rien fait. L'État est incapable de vous dire aujourd'hui le taux de déscolarisation des enfants noirs. Pourquoi? Est-ce qu'il y a uniquement la pauvreté? Est-ce qu'il y a la pauvreté et autre chose encore, le racisme ou l'exclusion? Personne n'en sait rien encore. Je pense que l'État devrait d'abord commencer par faire un état des lieux, un diagnostic de la société pour pouvoir justement avancer et mettre en place, que ce soit des mesures, une vision, une stratégie. On a besoin de tout ça. On a besoin de vision, on a besoin de stratégie réelle. Et on ne le fait pas en étant assis derrière son petit bureau ou en regardant la télé. Hein. Là, c'est du terrain qu'il faut. Mais est-ce uniquement un problème de l'État? L'impression que j'ai, c'est que même la société civile tunisienne a de la peine à concevoir, peine à concevoir le problème du racisme. Ben oui, parce que d'abord, il n'est pas beau, parce que, vous savez, chacun est le miroir de ses propres pensées. Quand vous mettez le miroir devant quelqu'un et vous lui dites, bah, écoutez, vous êtes ceci, vous êtes cela, on n'aime pas trop ça, surtout cette image que l'on veut donner de la Tunisie. Je crois que c'est par rapport à ça qu'ils sont gênés et qu'ils ne veulent pas le reconnaître. La question noire est restée dans le déni et reste encore dans le déni. Même pour la société civile, dite quand même, je ne sais pas,
Ils disent qu'ils ne le sont pas. Ils disent qu'ils sont libéraux, qu'ils sont. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est des gens qui n'y pensent même pas, qui derrière un clavier vous encouragent, mais quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Et il n'y a pas uniquement que pour les Noirs. Hein, il y a encore d'autres problèmes ailleurs. Il y a encore d'autres problèmes ailleurs. Le problème, c'est aussi ces discriminations ajoutées et associées. Je suis noire, je suis femme, je viens du Sud, je peux être homosexuelle, je peux être porteuse d'handicap. Imaginez en une seule personne ce qu'il peut y avoir comme problème. Justement, vous avez évoqué la question des femmes, je peux être noire et femme. Et ce qui est remarquable dans l'engagement pour cette cause, c'est que la présence des femmes est plus importante que celle des femmes. D'ailleurs, la première tribune qui a été publiée pour dénoncer ce problème est l'œuvre de Rafat Mosbeh en 2004. Pourquoi cela, Sadia Mosbeh? Pourquoi cela? Est-ce que les femmes sont plus exposées au racisme que les hommes en Tunisie? Absolument. Comme toujours, on va dire, les femmes sont toujours comme toujours, absolument. Mais être femme et noire, c'est terrible encore. Ça veut dire il y a des choses qu'une autre femme ne pourrait pas connaître. Je ne sais pas, même si quelqu'un vous aborde dans la rue, on va dire vulgairement pour vous draguer, ou il usera de tout. Et si vous dites non, si vous répondez non, parce que vous êtes libre quand même de dire oui ou non, eh ben, vous n'êtes qu'une sale noire, vous vous prenez pour qui, et ainsi de suite. Là, c'est vous rabaisser en passant d'abord par votre couleur. Il oublie qu'il a couru pendant 10 minutes ou 1 heure ou ainsi de suite. Il oublie tout ça. Et puis, les viols, moi j'ai vu ça, c'est les viols qu'on ne dit pas. Bon, on parle rarement de viols, mais nos frères et nos sœurs subsahariennes subissent des viols terribles tous les jours, partout, dans les maisons, dans la rue, dans le métro. C'est terrible. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et je déteste ce terme. Elle s'est faite violer. Non, mais c'est quoi? Elle a été violée. Elle ne s'est pas faite violer. Justement, vous parliez des Noirs subsahariens. Est-ce que vous considérez que leur présence en Tunisie, on a vu un afflux des Noirs subsahariens en Tunisie depuis ces dernières années, en tant que main-d'œuvre étudiant, mais aussi main-d'œuvre bon marché, malheureusement. Est-ce que leur présence a exacerbé le problème en Tunisie? Absolument, absolument. Les gens ne voient que la couleur. Très souvent, quand un taxi ne s'arrête pas ou ne veut pas vous prendre, ou que vous pouvez lui dire 2 mots pourquoi vous vous arrêtez à la personne qui est après moi. Ah non, je ne savais pas que vous étiez tunisienne. Bon, ceci n'explique pas cela. Il y a un malaise chez le Tunisien et le subsaharien. Le Tunisien confond tout. D'ailleurs, il n'y a qu'un pays ou deux maintenant vous êtes sénégalaise ou vous êtes camerounaise ou vous êtes ivoirienne, c'est tout. Alors que bon, il y a plus de 50 États quand même en Afrique. Et c'est là qu'on en revient à l'éducation, à l'éducation de base, connaître son continent. Vous savez, ce continent est riche, est très riche, et je sais que demain, mais demain n'est pas si loin, on s'apercevra un peu tard qu'il fallait peut-être investir dans le continent avant d'aller vers le nord. Certains, Sadia Mosbeh, parlent des Noirs en termes de minorité. Considérez-vous que vous êtes une minorité? Non, 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 non. Nous refusons aussi, certains Tunisiens noirs et Tunisiennes noires refusent ce concept de minorité dans le sens où nous faisons partie d'une société qui, si on prenait les yeux bleus, c'est une minorité. Si on prenait les blonds toutes seules, c'est une minorité aussi. C'est une mosaïque de minorités. Mais pourquoi le noir serait une minorité numérique? Certes, oui, en Afrique du Nord. Mais je ne me considère pas comme minoritaire dans mon continent, qu'on appelle le Qara Samra. Mais peut-être minorité au sens de groupe social au pouvoir moindre. Oui, absolument. Là, on revient au nombre, mais on revient aussi à la représentation. À la représentation. Oui. On ne sait pas. Il s'agit de représentation.
On ne sait pas combien on est. Il y a eu un travail fait par Saad Lahmid Largash il y a 30 ans de ça. Il disait à peu près 10 à 15%. Est-ce qu'on est un peu plus? Est-ce qu'on est un petit peu moins aujourd'hui? Ça m'étonne qu'on soit moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de métissage, donc on n'est pas aussi dilué. Mais ces 10 ou 15%, je ne les vois pas. Je ne les vois pas à la télévision, je ne les entends pas à la radio, je ne les vois pas à la banque, je ne les vois pas à la STEG, je ne les vois pas à Tunisair, je ne les vois pas dans les sociétés, je ne les vois pas ces 10 ou 15%. Ils Mais c'est sont pour ça qu'on parle de groupe social au pouvoir moindre. C'est ça aussi l'autre sens de minorité. absolument, mais Quoique le groupe aussi ne soit pas très homogène, le ni groupe. socialement, ni économiquement. Absolument. Moi, je dis toujours que les Tunisiens noirs ne sont pas des acteurs là où ils sont. Ils sont toujours là en spectateurs, ils sont toujours là en bord de route, à regarder la vie sociale, économique, passer la vie politique aussi, passer, vous imaginez, sur 217 représentants du peuple, on a une seule députée noire et ça dit tout. Ça nous explique un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est. Et que pensez-vous, Saadé Mosbeh, des dernières évolutions dans le monde, les évolutions, par exemple, qu'on renomme l'œuvre d'Agatha Christie, 10 petits nègres, ils étaient 10, qu'on interdise autant n'emporte le vent. Est-ce que vous pensez que des actions pareilles vont faire changer le regard, ce regard dont vous parlez sur la perception des Noirs? Je pense qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu ce qu'on fait passer comme message à nos enfants. Vous avez parlé d'Ibn Khaldoun, vous avez parlé de Mutanabbi. Je pense qu'il y a des choses à enlever. C'est un petit peu comme dans le code noir. Hein. Il y a des choses qu'on ne devrait plus étudier à l'école, qu'on devrait retirer des manuels scolaires. Ça aiderait. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'on devrait retirer le poème de Mutanabbi sur Kafur el-Ershidi des manuels scolaires? Vous allez me le rappeler parce que moi, je ne le connais pas. Il est très blessant. C'est un Al-Mutanabbi, à un certain moment, est rentré en conflit avec Kafur el-Ershidi, qui était un prince égyptien. Oui, Donc, il travaillait à un certain moment pour lui, parce que les poètes à l'époque, ils travaillaient dans les cours oui. princières. Et là, à un certain moment, bon, il y a eu des problèmes entre Kafur el-Ershidi et Mutanabbi. Et Mutanabbi a dit, enfin, a dit du mal de Kafur el-Ershidi, le traitant d'esclaves, et que le seul traitement qu'on devait réserver aux esclaves est le bâton. Ah, le fameux. Oui. Oui, je ne peux pas le citer en arabe parce que c'est Oui, oui, c'est vrai, blessant. c'est vrai. Mais c'est honteux mais c'est honteux de mettre ça sur un manuel scolaire ou de faire apprendre ça aux enfants, non? Vous ne trouvez pas? Il faut absolument enlever tout ça. Il faut absolument enlever tout ça. Oui, c'est vrai, parler de l'histoire. Oui, c'est vrai qu'il faut en parler, qu'il faut le dire, mais il ne faut plus blesser. L'histoire n'est pas là pour blesser, elle est là pour penser les blessures. Euh, Sinon, à quoi servirait tout ça? Il faut enlever tout ça des manuels scolaires. Je Peut-être sais, aussi qu'on devrait garder ça et au lieu de rentrer dans une certaine cancel culture, une culture de l'annulation, enfin, une culture de la superposition, garder ça et expliquer aux élèves pourquoi le contexte historique et pourquoi aujourd'hui un comportement pareil, un poème pareil ne serait plus envisageable. oui, oui, si l'on avait des éducateurs, si on avait des éducateurs réellement. Vous savez que les enfants aujourd'hui, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient au collège, au lycée ou même à la faculté, ont des problèmes justement avec leurs enseignants. Que faut-il enseigner aux enseignants d'abord? À lire l'histoire, à l'expliquer. Ils n'ont pas le temps pour tout ça. Ils n'ont pas le temps pour tout ça. Dernièrement, une dame me dit, mon fils n'est pas noir, il est simplement brun. Et la maîtresse l'appelle aussi Kahlouche. Donc les enfants s'amusent, rigolent. Et c'est un enfant de 8 ans qui refuse d'aller à l'école aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va lui faire à cet enfant? Puisqu'on ne touche plus, on ne touche plus aux dits éducateurs. On n'y touche pas.
Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont capables d'expliquer l'histoire? Eh bien, moi, je préfère la mettre de côté. Ils ne sont pas capables de l'expliquer, ils n'ont pas le temps de l'expliquer, ils n'ont même pas dans la tête cette vision justement de corriger l'histoire ou bien de la dire comme étant une histoire, le passé, mais que le présent et le futur ne sera plus jamais le même. Non, je pense que non. Dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, retour à l'histoire. Mnemti, Sadia Mosbeh, vous en êtes où de votre rêve? Mnemti, c'est un rêve de justice d'abord, d'égalité, d'équité. Et puisque vous avez dit Mnemti, vous faites partie du rêve. Parce qu'on aurait pu l'appeler Mnem, rêve tout simplement. Mais Mnemti, mon rêve. Et toute personne qui dira Mnemti rentrera dans ce rêve. On a le droit de rêver. On n'a pas le droit de casser les rêves des gens. Laissons-les rêver. Les rêves n'ont pas de couleur, ou bien ils sont multicolores, tout dépend à quel bout on prend la chose. Mais Mnemti est un merveilleux rêve, est un moment même difficile, merveilleux. Même difficile, il est délicieux ce rêve. Parce qu'il est difficile. Il est très difficile. Beaucoup d'embûches, beaucoup d'histoires de vie qui vous font froid dans le dos. Mais il est merveilleux. Et si c'était à refaire, je referais le même rêve. Mais j'aurais commencé quand même avec Rafet Mosbeh en 2004. Merci beaucoup Sadia Mosbeh. Nous allons nous quitter sur votre choix musical, Rbatna Al-Aziz, de notre Sabri Mosbeh national, que nous allons écouter ensemble. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine Déconfinade. Nous vous laissons avec la chanson de Sabri Mosbeh, Rbatna Al-Aziz, et merci encore. Au revoir et merci Maya, merci.